Lundi 3 juillet, sur les coups de midi, et pour souligner la gravité de la situation amorcée par les hurlements d'une sirène dont le maire se demandait si elle ne s'est pas enrayée, une allocution de l'édile avait lieu sur le parvis de l'hôtel de ville de Pertuis. À l'appel du président de l'Association des maires de France, David Lisnard, maire de Cannes, en soutien à Vincent Jeanbrun, maire de La Haye-les-Roses en région parisienne, dont le domicile occupé par sa femme et ses enfants a été attaqué par des individus dans la nuit de samedi à dimanche, les maires et leurs administrés se sont réunis devant les mairies. Ainsi, le maire de Pertuis, tout comme ses pairs, appelait de ses vœux à un sursaut républicain. La République, la République, la République. Mais quelle République vient-on défendre par de telles réunions et prises de parole vides de perspective et d'une quelconque affirmation d'une idée même de la République ? S'appuyant sur une liste de faits qui ont marqué l'actualité pertuisienne de ces dernières années, le maire de Pertuis fit remarquer que la commune avait déjà vécu les prémices de la situation délétère actuelle, sous-entendu les émeutes de ces derniers jours, et de citer les menaces physiques sur sa personne après les inondations de l'Aise fin 2019, un tir de balles sur sa voiture, des menaces de mort, l'envoi de balles de pistolet par la poste, les squats, les trafics de drogue dans les cités André Jobert et Sétide-Barba ou en centre-ville de Pertuis. Le maire, par ces exemples, fustigea à juste titre la mainmise que peuvent avoir les mafieux dealers de drogue prohibés sur un quartier ou sur une ville. Mais ces organisations mafieuses ne sont-elles pas les furoncles purulents de tout un système capitaliste qui cherche à vendre toujours plus sa came en remportant des parts de marché sans se soucier des dégâts occasionnés par la marchandisation de tout pour le seul bénéfice d'une poignée de milliardaires repus dont les actionnaires seraient les dealers patentés. Les décideurs politiques, influencés par les propriétaires de grands groupes industriels, commerciaux, médiatiques, qui mènent le pays depuis des décennies, depuis le sortir de la guerre, ne sont-ils pas finalement de la même engeance de maquignons qui cherchent par tout moyen à se faire un max de pognon en écrasant, absorbant, fusionnant dans la compétition marchande devenue mondiale ? Ne sommes-nous pas, nous tous citoyens, à la merci de ces vendeurs de rêves qui ont tout à gagner à nous abrutir pour nous inciter à consommer toujours plus pour mieux nous asservir ? Allons au bout de cette réflexion. Le maire de Pertuis s'est-il posé la question du sens de sa vie d'entrepreneur ? Qu'a-t-il réussi au fond ? À devenir, à près de 80 balais, le maître incontesté d'une ville de 20 000 habitants qui, pour la plupart, se contrefoutent des décisions qu'il peut prendre avec sa majorité puisque l'édile ne leur propose pas d'occasion de se manifester afin de donner leur avis, autrement que par le passage par les urnes qui indiffèrent la majorité d'entre eux. Et si tant est que certains aient des velléités d'exprimer leurs avis divergents, ils considèrent comme des potentiels perturbateurs, fauteurs de troubles, et interdit les manifestations. Cette position de maire, il l'a acquise par des élections gagnées à 3 reprises, grâce finalement au parcours entrepreneurial qu'il a suivi, devenant le premier employeur privé de la ville en exerçant une activité qui sert avant tout à produire toujours plus, de toujours plus grosses machines dédiées à de toujours plus vastes étendues de vignobles à la culture toujours plus mécanisée. Cela sert-il au bonheur essentiel des populations, ici ou ailleurs à l'international, puisque l'entreprise est présente sur tous les spots viticoles rentables sur la surface du globe ? Qui se nourrit du pinard produit par millions d'hectolitres dans le Luberon et ailleurs sur la planète ? À quel horizon pense-t-il que le système viticole mis en place à grand renfort d'irrigation et de pesticides va-t-il se casser la gueule par manque d'eau ? À quelle échéance va-t-il falloir envisager de détruire ces vignes pour que la population ait encore de quoi subvenir à ses besoins essentiels en eau ? Après lui le déluge ? Ou plutôt que le déluge, la tempête, le feu ? Le maire
qui paraît si soucieux dans ses discours de l'avenir de la jeunesse, sait-il que l'alcool est la première cause d'accident entraînant le décès chez les jeunes européens? Dans la tranche d'âge 15 à 29 ans, c'est un décès sur 4 qui est imputable à l'alcool. Il est responsable de 41 000 décès chaque année en France. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité prématurée. Selon l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le coût des conséquences liées à la consommation d'alcool pour la société est gigantesque. Entre la perte de qualité de vie, la perte de productivité, les dépenses de prévention, de répression, de soins, et en intégrant les recettes des taxes prélevées sur l'alcool ou encore les économies liées aux retraites non versées, la balance penche largement en défaveur de la consommation d'alcool avec un coût social proche de 118 milliards d'euros par an, à peu près équivalent à celui du tabac. Ainsi, fournir des machines, c'est armer la production mondiale d'alcool. Une drogue. Légalisée, mais une drogue tout de même. Et comme dit le maire, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de dealers. Il dira qu'il n'est plus entrepreneur, que sa vie entière est désormais dédiée au service de ses administrés. Un peu comme le bon patron paternaliste du XIXe siècle, qui construisait une école, une église, un hôpital, pour passer un semblant de vernis social sur les misères quotidiennes subies dans le travail de la mine et des aciéries. Mais comment pourrait-il se priver d'une telle mascarade, alors que près de 600 familles sont tributaires du travail effectué chaque jour dans ces usines pertuisiennes? S'il n'en est plus propriétaire, c'est bien son nom qui trône en grandes lettres argentées aux entrées de la ville. Non ? On ne mord pas la main qui vous nourrit. Et la jeunesse, à défaut d'eau, peut-être, boit ses mots lorsqu'il promet des emplois avec son projet d'extension de zone d'activité. Après les dealers et les balles de pistolet, toute chose que le maire de Pertuis qualifie de menace à la République, il ne put s'empêcher de mettre en cause l'association de défense des terres agricoles Terre Vive Pertuis, qu'il associa un peu vite et fort maladroitement à la vandalisation des machines agricoles Pélinck lors du Charivari du 14 mai 2022. Vandalisation à coups de pierre, c'est certain, si ce n'est à coups de cocktail Molotov, comme le dit le maire. Il est vrai que les actions citoyennes menées par cette association depuis 2019 mènent des bâtons dans les roues de son projet d'extension de zone d'activité sur 90 hectares de terres arables en plaine de Durance. En effet, si ce n'est cette association, qui a fait le travail citoyen d'information de la population pertuisienne sur ce vaste projet de bétonisation? Certainement pas le maire qui s'est abstenu jusqu'à présent de toute réunion publique à ce sujet et qui pourtant conclut son discours en espérant qu'il se passe des choses et qu'on puisse ensemble, en reparler et être des militants d'une cause qui est celle de notre avenir et de notre jeunesse qui, malheureusement, n'a pas pris la bonne braille, comme on dit en provençal. Le bon chemin, quoi. Mais de quel bon chemin parle-t-on? Si le maire n'a pas fait le plus élémentaire travail de démocratie à ce propos, ce n'est pas non plus l'opposition municipale qui, elle, attentiste, ne sait sur quel pied danser en la matière comme en d'autres face au rouleau compresseur de l'avenir technologique radieux promis aux habitants de la ville par la majorité actuelle. Il faut dire qu'à chaque prise de parole publique, face aux caméras, l'édile donne les chiffres du nombre de chômeurs de la ville et la tendance inflationniste, c'est d'actualité, c'est certain, passant de quelques 1200 à 1800, donne le vertige. Selon la logique de l'entrepreneur-maire, ce n'est que par le massacre de dizaines d'hectares de prés et de champs cultivés, décidé unilatéralement, que la jeunesse pertuisienne trouvera son avenir dessiné et assuré. A-t-il demandé à cette jeunesse qu'il pense en déroute si ce que lui, maire de 78 ans, lui réservait comme avenir était ce qu'elle souhaitait?
A-t-il une fois même pensé qu'en étant élu par à peine 18% des inscrits sur les listes électorales de sa commune, sa politique générale et en particulier en faveur des plus jeunes pouvait ne pas être nécessairement celle voulue par l'ensemble des citoyens? Ce boomer est encore au pouvoir, comme bon nombre de décideurs de sa génération. Se sont-ils un jour demandé pourquoi nous en étions arrivés là? Pourquoi leur république, dont ils se gargarisent dans les rares moments où le peuple vient les titiller d'un peu plus près, pourquoi cette république vacille? Se sont-ils demandé, tous ces dirigeants, pourquoi, de leur tour d'ivoire de plus en plus protégés par des vitres blindées, des caméras de surveillance, un nombre croissant de policiers, de plus en plus isolés dans leurs décisions, pourquoi ils en étaient arrivés là? Ainsi, le maire déplora de manière générale, en s'appuyant sur les exemples de critiques ou d'attaques dont il a été l'objet et qui l'ont marqué personnellement, que petit à petit, tout nous échappe. Constat d'impuissance du maire, autorité décentralisée de la République, représentant de l'État dans la situation de bouleversement actuel et d'attaque physique des lieux de pouvoir de la République. Le constat est là, en effet. Mais comme le disait Sénèque, philosophe stoïcien antique il y a 2000 ans, tout nous échappe, il n'y a que le temps qui soit nôtre. Alors que faisons-nous de notre temps? À quoi l'utilisons-nous? Quelle œuvre accomplir dans le temps qu'il nous reste à vivre? Le maire fit part à la population de son impuissance qui fut aussi celle du père face à son fils. Nous aurions pu espérer, dans cette amorce de remise en question, lorsque le maire cita ses déboires éducatifs avec son fils adoptif mort en prison après avoir déraillé complètement, que la réflexion irait au-delà de la surface. Certes, le maire expliqua qu'il ne s'agissait nullement de la démission des parents et que pouvaient être concernés par ce problème de respect des règles de la République des fils de gendarmes, d'éducateurs. Mais nous en resterons là, et les quelques citoyens ayant fait le déplacement devant l'hôtel de ville repartiront un peu penauds sans doute du peu d'analyse dont le maire et ses colistiers ont fait preuve en cette heure solennelle. La réflexion du maire s'est arrêtée à la proposition qu'il devrait faire prochainement à ses collègues du département quant à la création d'un comité de salut public. Nous n'en saurons pas plus des détails de l'objet de ce comité. Rappelons cependant que le comité de salut public fut un organisme créé par la Convention nationale le 6 avril 1793 pour contrôler les ministres et restaurer l'autorité du gouvernement. Succédant au comité de défense générale créé en janvier 1793 et qui s'était montré un peu inefficace, il devait prendre dans les circonstances urgentes des mesures de défense générale intérieure et extérieure. Doté peu à peu de pouvoirs de plus en plus étendus, il finit par devenir un véritable gouvernement dictatorial agissant au nom de l'Assemblée. Ce terme fut repris le 13 mai 1958 par le général Massu, qui, pour tenter de contrer à Alger une émeute des partisans de l'Algérie française, appela au secours le général de Gaulle pour qu'il vienne, selon lui, contrer le gouvernement de Pierre Pfimlin, jugé trop porté à la négociation avec le FLN qui voulait évidemment l'Algérie aux Algériens. Ainsi, d'après le maire pertuisien, nous en serions à ce point-là des menaces à la République qu'il faudrait un comité de salut public pour trouver des solutions. Mais des solutions à quelle problématique exactement? La République serait-elle réellement menacée, comme les pleureurs qui la représentent se complaisent à longueur d'onde à s'en lamenter? Le maire de Pertuis n'a en rien expliqué ces profondes menaces, blessures qui fissureraient la République. Et si ce danger existe, qui en est à l'origine exactement? Des jeunes de banlieue, des cités qui ont été révoltés par ce fait divers qui a touché l'un des leurs et se sont lâchés ensuite dans de multiples actions répréhensibles? Soit. Partons de ces émeutes. Quel événement a mis le feu aux poudres, précisément? Le meurtre d'un adolescent de 17 ans, Naël Merzouk. À 8 heures du matin, à Nanterre, à quelques kilomètres de la capitale, perpétré lors d'un contrôle après refus d'obtempérer par un policier à moto, par ailleurs distingué pour ses œuvres dans le maintien de l'ordre face aux Gilets jaunes, par le fâcheusement célèbre ex-préfet de Paris Didier Lallemand. Une référence donc dans l'exercice du maintien de l'ordre.
policier qui, par ailleurs, avec son collègue, a fait un premier rapport mensonger à sa hiérarchie à propos du déroulement des faits. L'ampleur de l'émoi dans la population a fait que seulement en fin de journée, il a été placé en garde à vue. Ainsi, la mort advient, sans jugement, pour une connerie d'un presque adulte. Connerie certes trop courante, comme cela a pu être le cas récemment pour d'autres jeunes adultes au pédigré plus bourgeois, comme Hugo par exemple, le fils d'Éric Zemmour, qui conduisait en état d'ivresse et a causé un accident ayant grièvement blessé un conducteur de scooter, ou encore de Grégoire Morano, fils de Nadine, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy et députée européenne, qui est mise en examen pour un délit de fuite après un accident sous emprise de la cocaïne. Sans parler du tristement célèbre humoriste Pierre Palmade, qui, bien que détruit par les substances prohibées, vaque à ses occupations sans balle dans la peau, après avoir causé un très grave accident de la route. La liste pourrait s'allonger encore des fils d'eux. Fils d'eux qui ont pu déconner. Clément, le fils de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, contrôlé avec du cannabis dans ses poches en 2016. Raphaël, fils d'Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice, mis en examen pour des soupçons de violence conjugale en janvier 2023. Gabriel Révérend de Menton, fils de Marisol Touraine, condamné en 2011 à 3 ans de prison ferme pour avoir, excusez du peu, séquestré et volé une femme de 59 ans, alors que sa mère a été présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire avant de devenir ministre des Affaires sociales et de la Santé en 2012. Je continue. Thomas, le fils de Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel, condamné en 2019 pour escroquerie. Le fils Mitterrand, Jean-Christophe, condamné en 2009 pour recel d'abus de biens sociaux. Tous des fils de bonne famille. Ah, j'allais oublier. Alexandre Benalla, le copain du président, c'est pas le fils d'eux, ex-chargé de mission à l'Élysée, poursuivi pour port d'armes illégales, violence volontaire, et dont l'avocat général a requis en appel, en juin de cette année, 18 mois de prison, avec sursis. Aucun de ceux-là ne sont morts sous le feu du policier. Entendons-nous bien. Je ne dis pas qu'il eût été bon que cela fût le cas. Le propos est plutôt de déplorer que nous en soyons arrivés à ce degré de violence et de surarmement de la police en général, à destination notamment des populations les plus précaires. Donc, beaucoup d'entre nous font des conneries, mais n'en meurent pas d'une balle tirée par un policier. Et c'est heureux. De là à en déduire que le meurtre de Nahel Merzouk est un caractère raciste, il y a un pas que l'on peut franchir. Le racisme quotidien, non pas des seuls policiers, mais de beaucoup d'entre nous. Le racisme de classe, avant même celui lié à la couleur de peau. Une détestation de cette sous-classe reléguée par les classes supérieures dans les quartiers les plus défavorisés. Quartiers qui accueillent en grande majorité les populations de Français issus de l'immigration. C'est là que le racisme social de classe rejoint le racisme aux sciences biologiques, contre les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Jaunes. Le racisme bourgeois qui s'opère malgré les dires du maire. Dans les tribunaux, qui ont pour ordre de faire ces derniers jours exemple, comme pour la répression du mouvement des Gilets jaunes, en pire cette fois-ci car il s'agit aujourd'hui bien souvent de mineurs. Prison ferme, mandat de dépôt, c'est-à-dire que les jeunes vont en prison directe. Qui parmi ces jeunes aura la possibilité de faire appel de ces jugements en comparution immédiate? Qui pourra, dans le nombre de ces révoltés, aller jusqu'à la Cour de cassation pour échapper au bracelet électronique pendant 1 an, comme le délinquant Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis? Si la haute bourgeoisie n'a que mépris pour tous ceux qui ne sont pas de son rang, a fortiori est-ce le cas pour les habitants de ces contrées périphériques des quartiers privilégiés. Il paraît moins évident cependant que beaucoup d'entre nous, qui ne sommes pas précisément issus de la haute bourgeoisie, sommes capables de jeter ce glacis rébarbatif sur ces populations de seconde zone. Ce racisme ordinaire,
est d'autant plus crucial que les plus précaires de la classe dite moyenne, ceux qui souffrent par leurs conditions d'existence, de travail, se situant à la frontière ténue de ces zones marginalisées et de leurs habitants, qui ont le plus à craindre de passer du mauvais côté de la barrière, sont sans doute les plus acerbes à propos de la dite racaille de banlieue. Les policiers en font partie. Leur mission de service public les amène à brasser la merde de la société à longueur de journée. Et la tâche est immense. Depuis la décision du président Sarkozy en 2003 de supprimer la police de proximité, le gardien de la paix, premier grade de la police, n'a plus été vu que comme un représentant des forces de l'ordre. Il ne s'agissait plus d'humanité. Il a fallu faire du chiffre pour camoufler le désordre que l'État ne pouvait juguler. Et qu'on le veuille ou non, les études des sociologues sur les contrôles aux faciès sont sans appel. On a beaucoup plus de risques de se faire contrôler par la police quand on est jeune, noir ou arabe, vêtu d'un sweat à capuche, etc., etc. Ceci traduit des préjugés qui font partie du métier de policier de rue et sont largement indépendants des opinions individuelles. L'humiliation est une arme redoutable qui peut en un instant se retourner contre celui qui en a fait preuve vis-à-vis d'un de ses semblables. Dans les événements de ces derniers jours, ce sont des gamins de 14, 15, 16 ans, souvent en décrochage scolaire, qui éprouvent de la haine et ont soif de vengeance parce qu'ils se sentent en permanence humiliés. Souvenez-vous du film La haine de Mathieu Kassovitz, sorti en 1995, 28 ans. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors les maires constatent les attaques perpétrées contre les bâtiments publics, ou leur propre personne et ne comprennent rien. Pourtant, ils se targuent, comme l'édile pertuisien, d'être les meilleurs experts du terrain. Mais comment peuvent-ils être en osmose avec leur population puisqu'ils sont invisibles par elle, à force de s'en protéger, de s'en éloigner de plus en plus et de voir en toute forme d'opposition une menace? Ils ne comprennent rien parce qu'ils ont contribué la plupart du temps par leur politique locale et en accompagnement de la politique nationale à creuser toujours plus le fossé entre les citoyens et eux-mêmes élus de la nation. Alors quelle république défendent-ils? Celle des ghettos de riches qui ne veulent surtout pas vivre avec les autres, surtout ne plus rien partager avec la lie qui ne fait pas partie de sa caste, autrement dit 99% de la population? La république du capital menée par quelques familles milliardaires qui décident du sort de millions de leurs concitoyens par le truchement de quelques élus qui font la politique dictée par le fric de ses possédants. La république des pantins qui s'agite dans tout ce qui tient lieu de représentation démocratique, les assemblées nationales, sénatoriales, régionales, départementales, municipales. De qui se manquent-ils encore ces maires en déplorant que la république soit mise à mal? Ne voient-ils pas que le monde bouge? Ne voient-ils pas qu'assis dans leur fauteuil d'élus depuis trop longtemps, ils n'ont pas réussi à rendre le monde meilleur à coup de croissance économique, de production exponentielle, d'avoirs bancaires, de crédit à la consommation, d'emplois de merde pour satisfaire les envies d'une poignée de prédateurs toujours plus avides et aux idéaux matérialistes profondément mortifères? Aïe, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoires. C'était les paroles d'une chanson d'Alain Souchon en 1993, il y a 30 ans déjà. Ne voient-ils pas qu'ils se sont fourvoyés avec leur meilleur système connu appelé capitalisme? Ne voient-ils pas que ce sont eux qui se sont trompés de draille et ont emmené la population mondiale entière dans l'ornière? Alors qu'ils se préparent en effet. Car les émeutes de ces derniers jours ne sont que les prémices des foudres qui s'abattront sur les représentants de ce système si ces derniers ne sont pas en capacité de se remettre très sérieusement en question. Qu'ils commencent par donner l'exemple au plus haut de l'État pour que l'ensemble des citoyens aient du respect pour l'autorité qu'ils représentent. Souvenez-vous tous ces donneurs de leçons, Sarkozy, Guéant, Cahuzac, Léotard, Pasqua, tous condamnés par la justice dans diverses affaires. Et actuellement, tous les proches de Macron qui sont mis en examen, Thierry Solère, son bras droit, Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt. La sirène s'est-elle réellement enrayée lundi midi? Si oui, peut-être faudrait-il alors y voir le signe d'une certaine urgence à réagir autrement que par les éternels coups de menton sécuritaires et policiers.
Peut-être faudrait-il envisager un autre paradigme pour qu'enfin la République soit honorable et ses représentants respectés.